Le silence pèse lourd en Basse-Californie. Un poids dense, chargé de soleil et d'oubli. Il sent le sel et la poussière. Les promesses brisées, emportées par le vent du désert. Mais dans les couloirs d'une école primaire, le silence sentait autre chose. Il sentait la peur, le secret. D'un mensonge si parfaitement construit qu'il est devenu une vérité pour presque tout le monde. L'histoire commence avec une femme. Nous l'appellerons Martina, la maîtresse. Une institution au Colegio Benito Juárez. Près de 30 ans passés à enseigner la lecture, l'écriture, le calcul. Sa voix, toujours sereine, était le son de la certitude pour des générations d'enfants. Ses mains, tachées de craie, avaient guidé des milliers de petites mains sur le papier. Martina était l'ordre. Elle était la discipline. Elle était le respect, un pilier de la communauté. Une femme dont la vie semblait aussi propre et ordonnée que les livres sur son étagère. Mais un jour, dans l'une des toilettes de cette même école, la maîtresse Martina a fait autre chose. Elle n'a pas enseigné la lecture. Elle n'a pas enseigné l'addition. Ce jour-là, la maîtresse Martina a donné naissance. Le cri du nouveau-né a été étouffé par le bruit de la cloche, annonçant la récréation. Un son métallique, strident. Le son de la normalité. Tandis qu'à l'extérieur, les enfants couraient, criaient et riaient. À l'intérieur, dans la froide solitude d'une cabine, une vie venait au monde, enveloppée d'une obscurité insondable. L'enfant est né là. Entre l'écho des carreaux froids et l'odeur du chlore. Et à partir de cet instant, le mensonge est également né. Un mensonge que Martina envelopperait avec le même soin que le nouveau-né. « Ce n'est pas mon fils », disait-elle à tout le monde. « C'est mon petit-fils, le fils de mon fils. » Une affirmation simple, une explication logique, triste, certes. L'histoire d'un adolescent qui commet une erreur. Une grand-mère qui, avec un amour inconditionnel, prend la situation en main. Le monde l'applaudissait. Quelle femme forte, disait-on. Quelle grand-mère admirable. Le mensonge a pris racine. Il s'est renforcé, nourri par l'admiration des autres. Il est devenu un arbre feuillu qui cachait une vérité pourrie. Car le père de cet enfant n'était pas n'importe quel adolescent. Le père de cet enfant était le propre fils de Martina. Et l'enfant né dans cette salle de bain était à la fois son fils et son petit-fils. Il y a des vérités qui brûlent la gorge, brûlent. Des histoires que le système préfère classer dans des dossiers poussiéreux, en espérant que le temps les efface. Mais ici, nous ne les oublions pas. Ici, nous leur donnons une voix. Pour que ces réalités ne se reproduisent plus, nous avons besoin que vous nous écoutiez, que vous partagiez le poids de la connaissance. Accompagnez-nous dans ce voyage au cœur d'une famille brisée par son propre secret. Votre présence ici garantit que ces voix ne se perdront pas dans l'écho du désert. La façade de Martina était impeccable. Un sourire pour les parents, un mot d'encouragement pour l'élève en difficulté. Et à la maison, un berceau où dormait son secret. Un petit garçon qu'elle avait appelé Angel. Et à côté de ce berceau, son autre fils, le père. Un adolescent pris au piège dans un réseau de silence et d'obéissance. Un jeune homme dont la volonté avait été brisée bien avant la naissance de son propre fils. La maison de la professeure Martina n'était pas un foyer. C'était une scène. Un théâtre où chaque jour était jouée la pièce de la famille parfaite qui surmonte l'adversité. Mais lorsque les lumières s'éteignaient et que les portes se fermaient, le scénario disparaissait. Il ne restait plus que la terreur et les pleurs silencieux d'un enfant qui était père et les pleurs d'un bébé qui était fils et petit-fils. C'est cette réalité que nous allons mettre au jour, ensemble.
La machine du mensonge fonctionnait à la perfection. Jour après jour, semaine après semaine. La maîtresse Martina emmenait le petit Angel à la crèche de l'école. Elle le présentait fièrement. « Mon petit-fils » disait-elle. Et tout le monde souriait. Il l'admirait. Le fils de Martina, Julian, continuait à aller en cours. Mais Julian n'était plus un enfant. Il n'était pas non plus un homme. Il était une ombre, un écho, un corps présent avec une âme absente. Et puis, quelqu'un est arrivé. Quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui ne connaissait pas la légende de la maîtresse Martina. Elle s'appelait Carmen. Carmen Mendoza. Elle était la nouvelle conseillère scolaire. Jeune, idéaliste. Tout juste sortie de l'université, la tête pleine de théories et le cœur plein d'envie d'aider. Son travail consistait à écouter, à observer, à identifier les enfants qui se brisaient à l'intérieur. Dès son premier jour, elle remarqua Julian. Impossible de ne pas le remarquer. Dans une cour remplie de cris et de courses, Julian était une statue de silence, adossée à un mur écaillé, le regard perdu dans un point invisible du sol, les épaules voûtées, les mains toujours dans les poches, comme s'il voulait les cacher au monde. Carmen l'a observé pendant des jours. Il ne parlait à personne. Personne ne lui parlait. Les autres enfants l'évitaient, pas par méchanceté, par une sorte de malaise, comme si Julian émettait un signal « ne pas approcher », une fréquence de douleur inaudible pour la plupart. Mais pas pour Carmen. Carmen était entraînée à écouter ce genre de silence. Elle s'approcha un jour, pendant la récréation. « Bonjour, Julian, » dit-elle de sa voix la plus douce. « Comment vas-tu » Le garçon leva les yeux. Ses yeux étaient deux puits vides. Il n'y avait ni surprise, ni peur. Il n'y avait rien. Seulement une fatigue profonde, ancienne. Une fatigue qui ne correspondait pas à ses 16 ans. « Bien, » murmura-t-il. Et ce mot sonna faux. Creux. « J'ai entendu dire que tu étais devenu père, » poursuivit Carmen. « Félicitations. C'est une grande responsabilité. » Julian ne réagit pas. Pas la moindre étincelle de fierté. Pas un soupçon d'angoisse. Rien. Son visage était un masque de plâtre. Il se contenta d'acquiescer. Une seule fois. Un mouvement minime, presque imperceptible. Puis, sans rien dire d'autre, il se retourna et partit, laissant Carmen seule avec une sensation de froid dans le ventre. Quelque chose n'allait pas. Terriblement mal. Un père adolescent peut être effrayé, confus, en colère, rancunier. Il peut même se montrer indifférent, mais ce que Carmen voyait chez Julian n'était rien de tout cela. C'était de la terreur, une terreur pure, distillée, une terreur qui lui avait volé sa voix, sa vie. Carmen commença à poser des questions, avec subtilité. Quelle enseignante admirable, Martina, n'est-ce pas ? Dit-elle à une autre enseignante dans la salle des professeurs. Elle s'occupe si bien de son petit-fils. Oh oui, répondit sa collègue, sans lever les yeux de l'examen qu'elle corrigeait. Martina est une sainte, un exemple pour tous. Un exemple, une sainte. Ces mots résonnaient dans la tête de Carmen, tandis qu'elle observait l'interaction entre la mère et son fils à la sortie de l'école. Martina attendait Julian près de la porte. Le petit Angel dormait dans sa poussette. Lorsque Julian s'approcha, Martina lui tendit son sac à dos sans le regarder. Elle lui dit quelque chose à voix basse. L'expression de Julian se tendit. Il serre la mâchoire. Il acquiesça à nouveau. Ce même acquiescement soumis, robotique. Ce n'était pas une mère parlant à son fils. C'était un ordre. Une instruction.
Carmen ressentit un frisson, malgré la chaleur étouffante de l'après-midi. Elle commença à examiner les dossiers. Celui de Juliane. Des notes parfaites jusqu'à il y a 2 ans. Puis, soudain, une chute. Absentéisme. Mauvaise note. Remarque des professeurs. Distrait. Apathique. Semble triste. Le dossier était une carte de sa disparition. La chronique de la façon dont un enfant brillant était devenu un fantôme. Carmen chercha le nom de la mère du bébé. Il n'y était pas. Seulement une note. Père célibataire. La grand-mère paternelle, Martina Robles, assume la tutelle temporaire. Tout était légal. Tout était en ordre. Sur le papier, l'histoire était claire. Parfaite. Mais la réalité criait dans les yeux de Juliane. Carmen essaya de lui parler à nouveau. Elle le trouva à la bibliothèque, caché derrière une étagère remplie de livres d'histoire. « Juliane, commença-t-elle, je suis la conseillère scolaire. Mon travail consiste à aider. Si quelque chose te préoccupe, quoi que ce soit, tu peux m'en parler. C'est confidentiel. » Le garçon la regarda. Et pendant une seconde, une fraction de seconde, Carmen vit une fissure dans le masque. Une fissure à travers laquelle transparaissait une panique désespérée. Ses lèvres tremblèrent, comme si elle voulait former un mot. Mais à ce moment-là, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. C'était Martina. « Juliane, » dit-elle d'une voix aussi sereine que d'habitude. « Il est temps de partir. » La panique dans les yeux de Juliane se figea. La fissure se referma. Le masque reprit sa place. Il se leva sans regarder Carmen et marcha vers sa mère, comme un automate. Martina adressa un sourire à Carmen, un sourire froid, tranchant comme le fil d'un scalpel. « Excusez-moi, mademoiselle Mendoza, » dit-elle. « Mon fils est un peu timide. » Et ils partirent. Carmen resta là, debout, dans le silence de la bibliothèque. Son cœur battait fort. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude. Martina ne protégeait pas son fils. Elle le contrôlait. Elle le dévorait. Cette nuit-là, Carmen ne put dormir. Elle tournait et retournait dans son lit, l'image des yeux vides de Juliane gravée dans son esprit. Le système avait échoué. Les professeurs, le directeur, tous voyaient une sainte. Personne ne voyait l'enfant qui s'évanouissait sous leurs yeux. Elle se leva et s'assit à son bureau. Elle alluma la lampe. La lumière dessina un petit cercle dans l'obscurité de sa chambre. Elle ouvrit un nouveau cahier. Sur la première page, elle écrivit 2 noms. Martina, Julien, et en dessous, une question. Que s'était-il réellement passé? Ce n'était plus seulement son travail. C'était devenu personnel. Carmen savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Défier une personnalité comme Martina revenait à se suicider professionnellement. Elle risquait de perdre son emploi. Elle pouvait s'attirer la haine de toute la communauté. Mais l'image de Juliane, la terreur silencieuse dans ses yeux, c'était un appel à l'aide qu'elle seule avait entendu. Et elle ne pouvait l'ignorer. Elle ne l'ignorerait pas. Elle décida de suivre la piste, fil après fil, mensonge après mensonge, jusqu'à atteindre le cœur sombre de cette maison, jusqu'à déterrer la vérité, quoi qu'il en coûte. Le salut, parfois, n'arrive pas avec des trompettes et une lumière divine. Parfois, il arrive sous la forme d'une jeune conseillère scolaire, têtue et effrayée, qui décide de ne pas détourner le regard. Carmen Mendoza venait de déclarer la guerre au silence. Une guerre qu'elle ne savait pas si elle pourrait gagner, mais qu'elle était obligée de mener. Carmen a commencé son enquête avec les seules ressources dont elle disposait. Son intuition et l'accès aux archives scolaires.
Elle a cherché l'adresse de Martina, une petite maison dans un vieux quartier de la ville. Des rues calmes, de vieux arbres. Des façades peintes dans des tons pastels qui s'écaillaient sous le soleil. Une apparence de normalité. Un jour, après les cours, Carmen s'y est rendue en voiture. Elle s'est garée à un pâté de maison. Elle a observé. Elle a vu Martina arriver. Elle poussait la poussette avec Angel. Julian marchait à ses côtés, portant les sacs du supermarché. Ils sont entrés dans la maison. La porte s'est fermée. Et le silence est revenu dans la rue. Carmen a attendu. 1 heure. 2 heures. Le soleil commença à descendre, teintant le ciel d'orange et de violet. Les lumières de la maison s'allumèrent. Et puis, elle l'entendit. Un cri, étouffé, court. Ce n'était pas le pleur d'un bébé. C'était autre chose. Un son de douleur pure, animal, qui fut étouffé presque instantanément. Le cœur de Carmen s'arrêta. Elle resta paralysée dans sa voiture, les mains agrippées au volant. L'avait-elle imaginé? Non. C'était réel. Un son qui ne cadrait pas avec les maisons aux couleurs pastel et les vieux arbres. Elle attendit que quelqu'un sorte, qu'une fenêtre s'ouvre, qu'un voisin se penche. Rien. Le silence revint, plus lourd, plus dense, comme si la rue elle-même gardait le secret. Carmen démarre le moteur. Ses mains tremblaient. Elle se rendit directement au poste de police. Le bureau sentait le café rassis et le désespoir. Un policier en uniforme froissé et l'air ennuyé l'écouta sans grand intérêt. « Un cri ?» dit l'officier en mâchant un chewing-gum. « Et vous avez vu quelque chose ?»« Non, je l'ai seulement entendu, » répondit Carmen, d'une voix plus aiguë que d'habitude. Mais ce n'était pas un cri normal. C'était terrifiant. « Mademoiselle, » dit le policier avec un demi-sourire condescendant. « Dans ce quartier, les gens crient. Pour le football, pour les feuilletons télévisés. Parce que les haricots brûlent. Si nous envoyions une patrouille à chaque cri... » Il laissa la phrase en suspens. « Mais il s'agit de la maison de l'enseignante Martina Robles, » insista Carmen. « Et son fils, Julian, montre des signes de violence psychologique, peut-être physique. » La mention du nom de Martina changea quelque chose dans le visage de l'officier. L'ennui fit place à l'incrédulité. La professeure Martina, celle de Benito Juárez, dit-il en riant. Vous plaisantez? Cette femme est une sainte. Mon fils était son élève. Elle est irréprochable. Mais je l'ai entendue, répéta Carmen, sentant la frustration monter dans sa gorge. Écoutez, mademoiselle Mendoza, dit le policier, d'un ton plus ferme. Pour effectuer une visite de contrôle, nous avons besoin de plus qu'un simple cri. Nous avons besoin d'une plainte officielle, de preuves, de quelque chose de tangible, pas d'une simple intuition. Le système ne recherchait pas la vérité. Il recherchait des papiers, des formulaires, des procédures. Carmen quitta le commissariat avec un sentiment d'impuissance. Le froid de la climatisation du bureau lui avait transpercé les os. Un froid bureaucratique, indifférent. Elle était seule dans cette affaire. Complètement seule. Elle savait qu'elle devait se rapprocher davantage. Elle devait trouver un moyen d'entrer dans cette maison. De parler à Julian loin du regard de sa mère. L'occasion se présenta une semaine plus tard. L'école organisait une « après-midi des talents ». Carmen, en tant que conseillère, était chargée des inscriptions. Elle se rendit dans chaque classe. Elle parla aux élèves. Lorsqu'elle arriva dans la classe de Julian, elle le vit assis au fond. Il dessinait dans son cahier. Il dessinait tout le temps.
Carmen s'approcha de son bureau. « Bonjour, Juliane. Nous organisons une après-midi des talents. Tu aimerais participer? Tu chantes? Tu joues? Tu dessines ?» Elle désigna le cahier. Juliane le referma brusquement, d'un geste protecteur. « Non, » dit-il sans la regarder. « J'ai vu tes dessins. Ils sont très beaux, » mentit Carmen. Elle ne les avait jamais vus. « Tu pourrais les exposer. Ce serait incroyable. » Le silence s'éternisa. Carmen pouvait sentir le conflit intérieur du garçon, le désir d'être vu contre la peur d'être découvert. Finalement, Juliane secoua la tête. « Juliane !»« Ma mère ne me laisserait pas, » murmura-t-il. « L'excuse parfaite, la cage parfaite. »« Je pourrais lui parler, » proposa Carmen, en essayant de garder une voix neutre. Parfois, les parents ont juste besoin que quelqu'un d'autre leur dise à quel point leurs enfants sont talentueux. Que dirais-tu si je venais chez toi cet après-midi et que nous lui montrions tes dessins ensemble? La panique revint dans les yeux de Juliane. Une panique pure, nue. « Non, » dit-il d'une voix un peu plus forte. « Non, s'il vous plaît, ne venez pas. » La cloche sonna, le sauvant. Juliane rassembla ses affaires dans une précipitation désespérée et quitta la salle, se mêlant à la foule des étudiants. Il laissa son cahier sur le bureau, oublié dans sa hâte de s'enfuir. Carmen regarda autour d'elle. La salle était presque vide. Le cœur battant dans sa gorge, elle prit le cahier. Elle se sentait comme une voleuse. Mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle s'enferma dans son petit bureau, le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Les mains tremblantes, elle ouvrit le cahier. La première page était un dessin normal, un paysage, une voiture. La deuxième aussi. Mais à partir de la troisième page, le monde devint un cauchemar. C'était pas des dessins, c'étaient des scènes, tracées avec un crayon furieux, presque en perforant le papier. La première image montrait une grande silhouette, une femme, debout sur une silhouette plus petite, un enfant, qui était allongé sur le sol. La femme n'avait pas de visage, seulement une bouche ouverte dans un cri silencieux. Carmen tourna la page. La suivante était plus explicite, la même grande silhouette et la petite. Dans un lit, la petite silhouette pleurait, ses larmes formant d'épaisses lignes noires. La grande silhouette la tenait, sa main comme une griffe sur l'épaule de l'enfant. Un frisson glacial parcourut le dos de Carmen. Elle continua à tourner les pages. Encore et encore. Le même thème, la même dynamique, domination, peur, douleur. Il y avait des dessins d'un enfant enfermé dans un placard, un enfant forcé à manger quelque chose qui le faisait vomir, un enfant observé pendant qu'il se lavait par la silhouette sans visage, et puis la page qui confirmait tout. Celle qui poussa Carmen à se lever et à courir aux toilettes pour vomir. C'était un dessin de la grande silhouette, la femme, enceinte, et à côté d'elle, la petite silhouette, l'enfant, Juliane, montrant le ventre de la femme d'une main tremblante. Sous le dessin, un seul mot, écrit d'une écriture enfantine et bancale. « À moi ». Carmen s'appuya contre les carreaux froids de la salle de bain. Elle avait du mal à respirer. Le monde tournait autour d'elle. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus une intuition. C'était la vérité. Une vérité monstrueuse, dessinée par la main d'un enfant terrifié. Le bébé, Angel. Ce n'était pas le petit-fils de Martina. Ce n'était même pas seulement son fils. C'était le fils de son propre fils. Le fruit de l'horreur qui régnait dans cette maison aux couleurs pastel. Carmen se regarda dans le miroir. Son visage était pâle. Ses yeux étaient remplis d'une horreur
qu'elle ne savait pas pouvoir ressentir. Elle sortit de la salle de bain. Elle prit le cahier. Elle le rangea dans son sac comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le policier ennuyeux n'avait plus d'importance. La réputation de sainte de Martina n'avait plus d'importance. Perdre son travail n'avait plus d'importance. C'était plus important que tout cela. Il s'agissait de sauver une vie, ou ce qu'il en restait. Elle sortit de l'école. Le soleil de l'après-midi semblait faible, lointain. Le bruit des enfants qui jouaient résonnait comme un écho d'un autre monde. Un monde innocent qui, pour Juliane, avait cessé d'exister depuis longtemps. L'horreur avait un nom. Elle avait une adresse. Et maintenant, elle avait des preuves. Pour comprendre le monstre, il faut parfois déterrer la victime qu'il était avant. Martina n'est pas née monstre. Elle est née dans le silence. Elle a grandi dans le silence. Son enfance a été un long couloir sans fenêtre. Un père absent, une figure fantomatique qui allait et venait. Une mère brisée par l'abandon, plongée dans une dépression qui sentait l'enfermement et la naphtaline. La maison de son enfance était un sanctuaire de silence. Il n'y avait pas de rire. Il n'y avait pas de dispute. Seulement le tic-tac d'une horloge murale et le murmure des prières de sa mère. Martina a appris à ne pas faire de bruit, à ne pas demander, à ne pas ressentir. Être invisible était la meilleure façon de survivre. Son seul refuge étaient les livres, les histoires des autres, des vies pleines de bruit, de passion, de chaos. Tout ce qu'elle n'avait pas. Elle est devenue une élève brillante, la meilleure de sa classe. La fierté d'une mère qui ne la voyait qu'à travers ses notes. Une bonne note était une caresse. Un 10 était un « je t'aime ». Martina a appris à assimiler le contrôle à l'amour, l'ordre absolu, la perfection. C'était sa façon de tenir le chaos à distance, le chaos qui avait détruit sa mère. Le chaos d'un père qui apparaissait et disparaissait comme un mauvais rêve. Elle est devenue enseignante. C'était le métier parfait, un monde ordonné, des rangées de bureaux, des horaires fixes, des règles claires, un univers qu'elle pouvait contrôler. Et les enfants l'adoraient, car dans son besoin d'ordre, Martina était juste, prévisible, sûre. Elle était l'ancrage qu'elle n'avait jamais eu. Elle s'est mariée tard, avec un homme bon, calme, un homme qui admirait sa force, sa discipline. Un homme qui ne posait pas trop de questions. Lui aussi était un élément de son monde ordonné. Et puis, Juliane est née, son fils. La première fissure dans sa forteresse de contrôle. Un bébé ne suit pas les règles. Un bébé pleure. Il s'allie. Il exige. C'est le chaos à l'état pur. Martina aimait son fils. Mais elle l'aimait à sa manière. Elle l'aimait comme un projet qui devait être parfait, le meilleur, le plus intelligent, le plus obéissant. Le mari de Martina est mort quand Juliane avait 8 ans. Un accident de voiture. Rapide, inattendu. Le chaos frappait à nouveau à sa porte. Martina s'est accrochée au seul pilier qui lui restait. Le contrôle sur son fils. Son amour est devenu possessif. Sa protection est devenue une cage. Juliane ne pouvait pas avoir d'amis qu'elle n'approuvait pas. Il ne pouvait pas pratiquer de sport qu'elle jugeait dangereux. Toute sa vie était méticuleusement planifiée par sa mère. Il était son chef-d'œuvre, sa raison d'être, la dernière barrière contre un monde imprévisible et effrayant. Lorsque Juliane est entrée dans l'adolescence, le contrôle de Martina s'est intensifié. La puberté était une menace. Le désir, la rébellion, la recherche d'identité. C'étaient des forces chaotiques qui pouvaient lui arracher son fils. Et Martina n'était pas prête à le permettre. Elle a commencé à franchir des limites. Au début, elles étaient minimes.
Vérifier son téléphone, lire son journal intime. Puis, les limites sont devenues plus importantes. Elle lui a interdit de sortir avec des filles. Tout intérêt romantique était considéré comme une trahison. « Personne ne t'aimera comme je t'aime », lui disait-elle. « Ces filles veulent seulement t'utiliser. Toi et moi, nous formons une équipe. Nous n'avons besoin de personne d'autre. » Ces mots étaient un poison lent, un goutte-à-goutte constant qui érodait la volonté de Julian. La maison n'était plus un foyer. Elle était devenue une île. Martina en était la reine. Julian, son seul sujet. La solitude qui avait marqué l'enfance de Martina se reproduisait désormais pour son fils. Mais cette fois, c'était une solitude partagée, une symbiose toxique. Et puis, la ligne rouge a été franchie. Personne ne sait exactement comment cela s'est passé la première fois. C'était peut-être une nuit d'orage, peut-être que Julian avait tenté de se rebeller, ou peut-être que, dans l'esprit tordu de Martina, c'était la suite logique, le moyen définitif de le posséder, de s'assurer qu'il ne l'abandonnerait jamais, de fusionner son monde avec le sien pour toujours. Les abus n'ont pas commencé par de la violence. Ils ont commencé par des mots, par une manipulation si profonde que Julian a commencé à y croire. Il a commencé à croire que c'était de l'amour, que c'était la seule façon pour lui d'être aimé, que son corps ne lui appartenait pas. Il lui appartenait à elle, la mère qui était tout, l'univers tout entier. Lorsque Julian a réalisé ce qui se passait, il était déjà trop tard. Il était piégé. La peur, la honte, la culpabilité étaient des murs trop hauts à escalader. À qui pouvait-il en parler? Qui le croirait? Ma mère, la sainte, la parfaite enseignante. Ce serait sa parole contre la sienne. Et sa parole ne valait rien. Elle avait été réduite au silence, anéantie. Julian s'est donc réfugié dans le seul endroit qui lui restait, son esprit. Il a commencé à dessiner, en secret. Il dessinait l'horreur. Parce que la dessiner était la seule façon de la faire sortir de son corps, de la mettre sur papier et de pouvoir la regarder de l'extérieur, de confirmer qu'elle était réelle, qu'il n'était pas en train de devenir fou. Puis vint la grossesse. La terreur absolue, la preuve physique, indéniable de l'enfer qu'il vivait. Martina ne paniqua pas. Elle était le contrôle. Elle était l'ordre. Elle considéra la grossesse non pas comme une catastrophe, mais comme un problème logistique. Un problème qui nécessitait une solution. Et la solution était une histoire, un mensonge. « Tu diras que c'est ton enfant », ordonna-t-elle à Julian. « Que la fille est partie ?» Qu'elle ne voulait rien savoir. « Et moi, en tant que ta mère, je t'aiderai. Je serai la grand-mère admirable. » C'était un plan parfait, génial dans sa perversité. Il transformait le crime en un acte héroïque. Il transformait la coupable en sauveuse et obligeait la victime à être complice de son propre tourment. Le jour de l'accouchement, Martina avait tout planifié. Elle a attendu que l'école soit au plus fort de son agitation. La récréation. Elle a feint un mal de ventre. Elle s'est enfermée dans les toilettes, seule, comme elle l'avait été toute sa vie. Et elle a mis au monde Angel, son fils, son petit-fils, le symbole vivant de son contrôle absolu. La preuve qu'elle avait vaincu le chaos pour toujours. Elle créa un nouvel ordre, un ordre monstrueux, basé sur un secret qui respirait et pleurait dans un berceau. Et ainsi, l'enseignante qui apprenait aux enfants à lire et à écrire réécrivit sa propre réalité, et celle de son fils, avec l'encre de la peur et le sang de l'innocence perdue. Carmen serrait le cahier contre sa poitrine. Il était lourd.
pas à cause de son poids physique. Il était lourd à cause de la vérité qu'il contenait. Elle conduisit avec une froide détermination. Pas à la police. Elle avait déjà essayé cette porte fermée. Elle se rendit directement à la source qui devait protéger les enfants. Le DIF. Le développement intégral de la famille. Un nom noble. Une promesse. Le bâtiment était gris, anonyme, avec des fenêtres sales qui semblaient regarder à l'intérieur. À l'intérieur, l'air était épais. Il sentait le vieux papier, le café brûlé et une patience usée. Une femme d'âge moyen, avec des traces de fatigue sous les yeux, l'accueillit derrière un comptoir en formica rayé. « Je voudrais signaler un cas de maltraitance infantile », dit Carmen. Sa voix était ferme, mais ses mains étaient glacées. La femme soupira. Un long soupir, millénaire. Le soupir de quelqu'un qui a entendu cette phrase trop souvent. Elle lui donna un numéro. « Asseyez-vous. Maître Ramirez vous appellera. » Carmen s'assit sur une chaise en plastique orange. Elle attendit. Le temps dans cette salle d'attente était différent. Lent, collant. Des mères avec des enfants en pleurs allaient et venaient. Les téléphones sonnaient sans que personne ne réponde. Le système respirait à un rythme lent et agonisant. 1 heure plus tard, une voix l'appela. Carmen Mendoza. Le bureau de Maître Ramirez était une petite boîte remplie de dossiers. Des dossiers empilés par terre, sur le bureau, sur les chaises. Chaque dossier, une tragédie, une douleur classée et archivée. Ramirez ne leva pas les yeux de ses papiers. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Carmen posa son cahier sur le seul espace libre du bureau. « Je suis conseillère à l'école primaire Benito Juárez. J'ai un élève, Julian. Il a 16 ans. Sa mère est l'enseignante Martina Robles. Je pense qu'il est victime d'abus. Et que l'enfant qu'elle présente comme son petit-fils est en réalité leur fils à tous les deux. » Elle expliqua l'histoire, le comportement de Julian, le cri qu'elle avait entendu, la confrontation à la bibliothèque. Enfin, elle ouvrit le cahier. C'est lui qui a dessiné ça. Maître Ramirez a parcouru les dessins, sans émotion. Son visage était un masque de neutralité professionnelle. Elle a tourné les pages avec une rapidité clinique. Elle a vu la grande et la petite silhouette. Elle a vu le lit. Elle a vu l'armoire. Elle a vu le dessin de la grossesse. Elle a fermé le cahier. Elle s'est adossée à sa chaise, qui a émis un grincement. « Mademoiselle Mendoza », a-t-elle dit. Sa voix était plate, monotone. « J'apprécie votre préoccupation. Mais ceci... » Il désigna le cahier. « Ce sont des dessins. C'est une confession, » répliqua Carmen, sentant un frisson la parcourir. « C'est peut-être le fantasme d'un adolescent confus, » dit Ramirez. « Les garçons de cet âge dessinent des choses, ils lisent des choses, ils voient des choses. Ils ont une imagination très vive. Mais l'apathie, la peur, la façon dont sa mère le contrôle, c'est une mère stricte, veuve. Qui vient de vivre le traumatisme de voir son fils adolescent avoir un bébé? Il est normal qu'elle soit surprotectrice. » Maître Ramirez était en train de démonter la réalité, pièce par pièce, remplaçant l'horreur par des explications logiques et rassurantes. « Pour que nous puissions intervenir, » a-t-elle poursuivi, « nous avons besoin de preuves irréfutables. Un témoignage direct de l'enfant, un rapport médical. Quelque chose de plus que des dessins et l'intuition d'une conseillère nouvellement arrivée. Le système ne voulait pas la vérité. Il voulait une affaire facile, un cas qui pouvait être clos. Que suis-je censé faire ?
demanda Carmen, le désespoir transparaissant dans sa voix. Maître Ramirez ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. Le formulaire 3A. Rapport de suspicion non vérifié. Remplissez ceci. Avec tous les détails. Soyez aussi objectif que possible. Nous le classerons. Et nous ouvrirons un dossier d'observation. Si de nouvelles preuves apparaissent, nous agirons. Classer, observer, des mots qui signifiaient oublier. Carmen fixait le formulaire. Ce papier lui semblait être un arrêt de mort. Et Juliane ? Murmura-t-elle. Que va-t-il lui arriver pendant ce temps ? Maître Ramirez la regarda pour la première fois dans les yeux. Il n'y avait aucune méchanceté dans son regard. Seulement une fatigue infinie. Mademoiselle Mendoza, j'ai 237 dossiers en cours sur ce bureau. 237. Des enfants battus, abandonnés, affamés. Des enfants avec des preuves, avec des ecchymoses, avec des os cassés. Nous faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Le message était clair. L'enfer de Juliane n'était pas une priorité. Il n'avait pas les bons papiers. Carmen sortit de ce bâtiment avec l'impression que l'air extérieur était irrespirable. La lumière du soleil lui blessait les yeux. Le bruit de la ville était une cacophonie insensée. Elle s'appuya contre un mur, le formulaire dans sa main tremblante. Le système ne l'avait pas aidée. Il l'avait traité. Il l'avait transformé en un numéro de dossier de plus. Une suspicion non vérifiée. Elle sentit le poids de chacun de ses 237 dossiers sur ses épaules. Et elle se sentit sombrer. Mais elle n'abandonna pas. Pas encore. Si la base du système était pourrie, elle irait plus haut. Le lendemain, elle demanda à rencontrer le superviseur du district scolaire. Le chef de tous les directeurs. Un homme appelé Ernesto Morales. Son bureau était différent, spacieux, propre, avec des meubles en bois sombre et une vue panoramique sur la ville. Il sentait le nettoyant au citron et le pouvoir. Morales était un homme soigné. Son costume était impeccable, sourire politique. Il écouta l'histoire de Carmen avec une expression de profonde gravité. Il acquiesçait aux moments opportuns. « C'est terrible », disait-il. « C'est inquiétant. » Carmen, enhardie par cette empathie apparente, lui montra les dessins. Morales les regarda attentivement. Beaucoup plus attentivement que Ramirez. « C'est très perturbant », dit-il en refermant soigneusement le cahier. « Extrêmement perturbant. » Carmen ressentit une bouffée d'espoir. Peut-être ici. Peut-être qu'il l'écouterait. La professeure Martina Robles est l'une de nos éducatrices les plus respectées, dit Morales en joignant le bout de ses doigts. 30 ans de service irréprochable. Une figure appréciée dans la communauté. Une accusation de cette ampleur pourrait détruire sa vie, sa carrière. Il ne parle pas de Juliane. Il parla de la réputation de Martina. Mais les dessins, insista Carmen. Les dessins sont certes une preuve, concéda Morales, mais ils doivent être interprétés par des experts, des psychologues. Et nous devons procéder avec la plus grande discrétion. Une enquête officielle, publique, le scandale serait monumental. Pour l'école. Pour le district. La vérité n'avait pas d'importance. L'image, oui. Mademoiselle Mendoza, a-t-il poursuivi, d'un ton désormais plus paternaliste, presque condescendant. Vous avez bien fait de porter cela à mon attention. C'était la bonne chose à faire, et c'était courageux. Je m'en occuperai personnellement à partir de maintenant. Il se leva, signe que la réunion était terminée.
Laissez-moi le cahier. C'est une preuve. Je vais former un comité d'examen interne. Confidentiel. Nous allons mener une enquête approfondie, mais sans alerter personne. Je vous demande, pour le bien de l'enfant et l'intégrité du processus, de ne parler de cela à personne d'autre. Absolument personne. Il lui prit le cahier des mains, doucement, avec un sourire rassurant. Carmen se sentit désarmée. « Et quand ?» commença-t-elle à demander. « Ces processus prennent du temps », l'interrompit Morales. « Mais restez tranquille. Vous êtes entre de bonnes mains. » Il l'accompagna jusqu'à la porte. Une porte lourde, en bois massif, qui se referma derrière elle avec un bruit doux et définitif. Carmen se retrouva dans le couloir silencieux et recouvert de moquettes. La climatisation ronronnait. Elle avait rendu son unique arme. Elle l'avait remise à un homme dont la principale préoccupation était d'éviter un scandale. Elle ressentit une nausée glaciale. Le comité d'examen, l'enquête interne. Ce n'étaient que de jolis mots pour désigner un trou noir, un endroit où la vérité serait enterrée sous des couches de bureaucratie et de politique. Elle était tombée dans un piège plus sophistiqué, mais un piège quand même. Les jours suivants furent une torture. Morales observait un silence absolu. Carmen croisait Julián dans les couloirs. Le garçon semblait encore plus absent, si c'était possible. Il évitait son regard à tout prix. Et puis, Martina passa à l'action. Elle l'attendit un après-midi dans son bureau. Elle était assise sur la chaise de Carmen, comme si elle en était la propriétaire. Il n'y avait personne d'autre dans cette aile de l'école. « Mademoiselle Mendoza », dit Martina. Sa voix était la même que d'habitude, sereine, maîtrisée. Mais ses yeux étaient deux morceaux de glace. « J'ai entendu dire que vous aviez certaines préoccupations au sujet de ma famille, » poursuivit-elle. Carmen resta debout près de la porte. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. « J'ai entendu dire que vous montriez les dessins privés de mon fils à des étrangers. »« C'est un appel à l'aide, » dit Carmen, reconnaissant à peine sa propre voix. Martina sourit. Ce fut le sourire le plus terrifiant que Carmen ait jamais vu. Il n'avait aucune chaleur. Il n'avait pas d'humour. C'était le sourire d'un prédateur. Mon fils est confus. Il subit beaucoup de pression. Et vous, avec vos idées modernes de psychologie de compagne, vous ne faites qu'empirer les choses. Vous l'empoisonnez. Elle se leva. Elle marcha lentement vers Carmen. J'ai consacré ma vie à cette école, à cette communauté. Je connais tout le monde, le directeur, le surveillant Morales, le maire. Ce sont mes amis, mes anciens élèves. Il s'arrêta à quelques centimètres de Carmen. Vous êtes nouvelle. Une étrangère. Personne ne vous connaît. La menace n'était pas voilée. C'était une déclaration de pouvoir. Je vous suggère, murmura Martina, de vous concentrer sur votre travail, sur les enfants qui veulent votre aide, et de laisser ma famille tranquille, pour votre propre bien. Elle se retourna et quitta le bureau, laissant derrière elle un silence chargé de venin. Carmen s'effondra sur sa chaise. Elle était finie. Le système l'avait rejetée. L'auteur des faits l'avait menacée. Et on lui avait retiré sa seule preuve. Elle était seule, vaincue. Le système n'avait pas échoué. Le système avait fonctionné à la perfection. Il avait protégé l'un de ses. Il avait fait taire la menace extérieure. Il avait classé, archivé et enterré la vérité. Julián était condamnée. Et elle n'avait rien pu faire pour l'empêcher. L'impuissance était un goût métallique dans sa bouche, un poids insupportable sur sa poitrine. Elle regarda par la fenêtre. Le soir tombait.
le monde continuait de tourner. Mais pour elle et pour Juliane, il s'était arrêté, piégé dans un enfer dont personne ne voulait entendre parler. C'est dans cette obscurité, dans cette défaite absolue, qu'une idée désespérée vit le jour. Si le système ne voulait pas écouter, si le pouvoir voulait le silence, peut-être que la seule réponse était un cri. Un cri si fort que personne ne pourrait l'ignorer. Elle pensa aux voix qui se faisaient entendre, celles qui opéraient en dehors du système, celles qui révélaient les histoires que d'autres voulaient enterrer. Elle prit son téléphone. Ses doigts tremblaient encore. Elle chercha un numéro, un contact qu'un vieil ami journaliste lui avait donné. Une chaîne YouTube qui s'appelait Realidad Mexico. Un homme qui se faisait appeler Padre del Valle. Il n'avait aucune preuve matérielle. Il n'avait pas le cahier. Il n'avait que sa parole, son histoire. C'était sa dernière chance. Un appel anonyme. Un saut dans le vide. Il composa le numéro et attendit. L'appel de Carmen n'était pas un cri. C'était un murmure désespéré dans l'obscurité. Un récit fiévreux, raconté d'une voix brisée par celui qui a perdu toutes les batailles. Il a parlé de Juliane, de Martina, des dessins, du policier ennuyé, de l'avocate épuisée, du superviseur calculateur. Il a parlé du système, de ses murs d'indifférence, de ses portes closes. Notre enquête a commencé le soir même. Nous n'avons pas cherché dans les bureaux gris. Nous avons cherché dans les fissures. Nous avons parlé aux anciens élèves de Martina, des hommes et des femmes désormais adultes. Beaucoup se souvenaient de sa discipline, de son ordre. Mais certains, les plus silencieux, se souvenaient d'autre chose. Ils se souvenaient de son favoritisme, de sa façon d'isoler certains élèves. Ils se souvenaient de la peur, une peur subtile qu'ils ne savaient pas nommer. Nous avons parlé aux voisins. La plupart ne savaient rien, ne voyaient rien. Mais une vieille dame qui passait ses journées à regarder par la fenêtre a parlé. Elle a parlé du garçon, de Julien, de la façon dont elle ne le voyait jamais sourire, de la façon dont il marchait toujours la tête baissée. Elle a parlé des cris étouffés au milieu de la nuit, des cris qu'elle attribuait à des cauchemars. Une fois publiée, l'histoire n'a pas fait l'effet d'une bombe. Elle s'est propagée lentement, comme un feu de forêt. Elle a commencé sur les réseaux sociaux. Un commentaire, puis 10, 100, 1000. Les gens ont commencé à parler. Les parents d'élèves du collège Benito Juárez ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à regarder l'enseignante Martina d'un autre œil. Ils ont commencé à voir les fissures dans la façade de la Sainte. Le directeur Morales a tenté de contenir le scandale. Il a publié un communiqué. « Une enquête interne est en cours », disait-il. « Nous demandons respect et patience. » Mais il était trop tard. L'histoire n'était plus un dossier dans un tiroir. C'était une réalité vivante, qui respirait dans les téléphones et les conversations de milliers de personnes. La pression est devenue insupportable. Le DIF, le même bureau qui avait classé l'affaire, a été contraint d'agir. Ils ont envoyé 2 travailleurs sociaux à la maison, cette fois-ci avec un mandat judiciaire. Ce n'est pas la compassion qui les a poussés à agir. C'était la crainte d'un scandale plus grave qui les y avait poussés. Ils ont trouvé Juliane, seule, enfermée dans sa chambre. Martina était sortie, à l'école, pour continuer à jouer son rôle. Cette fois, loin du regard de sa mère, Juliane a parlé. Pas tout, seulement des fragments, mais cela a suffi. La preuve définitive n'est pas venue d'un témoignage. Elle est venue de la science, froide, impartiale, incorruptible. Un test ADN.
Le résultat a pris des semaines. Des semaines pendant lesquelles Martina a été suspendue de ses fonctions en attendant que la situation soit clarifiée. Des semaines pendant lesquelles Julian et le petit Angel ont été placés sous la garde de l'État. Lorsque le résultat est arrivé, il était irréfutable. Il confirmait le cauchemar dessiné dans un cahier d'école. Julian était le père. Martina était la mère. L'arrestation de Martina ne fut pas dramatique. Il n'y eut ni sirène, ni cri. Elle fut silencieuse, ordonnée. Comme elle l'aimait. 2 agents l'attendaient à la sortie de chez elle. Elle ne résista pas. Elle ne pleura pas. Elle ne dit rien. Son visage était un masque de pierre. Le contrôle jusqu'à la fin. Le procès fut un cirque médiatique. Mais la justice, au final, fut bureaucratique. Des années de prison. Des titres juridiques. Des articles du Code pénal. L'horreur se traduisit par un numéro de dossier et une cellule. Et Julian? Le système qu'il avait ignoré le possédait désormais. Il fut transféré dans un centre pour mineurs. On lui donna une thérapie, des psychologues, du soutien. Tout ce dont il avait besoin. Tout ce qui est arrivé trop tard. Le silence s'était installé si profondément en lui que les paroles des thérapeutes rebondissaient à la surface. On dit qu'il passe ses journées à dessiner. Plus de figures cauchemardesques. Il dessine des paysages, des villes vides, des rues désertes, un monde sans autre. Le petit Angel a été donné en adoption, à une famille d'un autre État. Ils lui ont changé de nom. Ils lui ont donné une nouvelle vie, une chance de grandir loin de l'ombre de ses origines. Une chance de ne jamais savoir que la femme qui l'avait mis au monde était sa grand-mère. Et sa mère. Et que son père était aussi son frère. Carmen Mendoza a été licenciée. Le comité d'examen interne de Morales a conclu qu'elle avait enfreint le protocole, qu'elle avait agi de manière peu professionnelle. Divulguer l'histoire aux médias a été son jugement. Le système se protège lui-même. Toujours. Elle a quitté la ville. Elle n'a plus jamais travaillé dans une école. Parfois, faire ce qui est juste vous coûte tout. La maison aux couleurs pastel est désormais vide. Les fenêtres sont couvertes de poussière. Les mauvaises herbes envahissent le jardin. Les voisins passent rapidement devant, comme si l'horreur imprégnait encore les murs. C'est un monument silencieux à une vérité que personne ne voulait voir. Une vérité qui a dû être criée depuis l'ombre pour être entendue. Ce n'est pas une histoire qui se termine bien. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de catharsis. Seulement les morceaux brisés de plusieurs vies. Et un système qui continue de fonctionner de la même manière. Avec ses dossiers, ses formulaires et sa capacité infinie à détourner le regard, il continuera de fonctionner ainsi jusqu'à ce que nous cessions de l'accepter, jusqu'à ce que la voix d'une seule personne préoccupée soit plus importante que la peur d'un scandale, jusqu'à ce qu'un dessein suffise.